Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de scouting, d'actualité mercato. On va parler d'un sujet assez sensible parce que c'est très très compliqué, je pense, parce que c'est un des postes les plus cruciaux dans l'organisation de Francaise, c'est les milieux de terrain et je pense que c'est très compliqué. C'est peut-être l'un des postes sur lesquels j'ai plus de difficultés à creuser un petit peu, mais on arrive quand même à avoir quelques bribes. J'ai toujours eu un peu de mal, même si certains noms sortent un petit peu du lot, mais je pense que c'est vraiment, vraiment très sensible au niveau du club. Donc je pense que c'est un peu plus difficile à pouvoir repérer les joueurs suivis, etc. Et puis je pense aussi que c'est un poste assez crucial pour beaucoup d'équipes et je pense que là-dessus ils sont beaucoup plus discrets euh, que sur d'autres postes quoi. Donc c'est vrai que je vais rarement sur ce poste-là de milieu de terrain, même si j'avais, je pense, déjà fait quelques petites vidéos là-dessus sur des profils suivis, mais c'est vrai que j'en fais rarement. C'est un peu plus simple sur d'autres postes. On va parler aussi de l'actualité assez récente hein, avec la signature de Spearings. Je vais vous donner mon avis et puis voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On va commencer donc par la grosse actu avec la signature de Spearings au Racing Club de Lens, arrivé libre de Toulouse. Il signe un contrat de 4 ans. Alors la com, elle est complètement dingue. Je sais pas s'ils vont faire ça chaque joueur parce que c'est chaud. Mais ils ont donné rendez-vous en live au public lensois au Louvre Lens pour la signature. Il arrive avec des gens et tout. Il y avait déjà du monde. Enfin, franchement, c'est lourd, très lourd. La signature, il paraffe un contrat de 4 ans. Moi, je trouve que c'est une super recrue. Il y a quelques sceptiques, ils me reconnaîtront, mais moi, je pense que c'est vraiment, vraiment très intelligent de la part du club. Pourquoi? Parce que dans ce milieu à 3 avec deux Jaguereux et Van Den Boomen, pour moi, en fait, c'était peut-être le plus important de ce milieu de terrain-là, parce que c'était lui la machine à laver de ce milieu-là. C'est-à-dire que Van Den Boomen est plutôt un créateur d'occasion, de Jaguereux, peut-être un positionnement un petit peu essuie-glace. Lui, il était vraiment en sentinelle pour récupérer les ballons. D'ailleurs, c'est le meilleur récupérateur des 5 grands championnats devant Declan Rice. Faut quand même le faire. C'est Declan Rice, quoi. C'est un des meilleurs milieux de terrain récupérateurs du monde. Et puis Rodri, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, voilà. Faut quand même. C'est chaud, quoi. C'est pas des peintres. Donc, c'est une stat énorme, quoi. C'est un super récupérateur. C'est un rôle un peu à la Salis Abdul Samed. Peut-être même il peut jouer dans un milieu à 3, voire même il joue dans un milieu à 3. Mais bon, à Lens, on joue pas vraiment dans un milieu à 3, à voir. Même si certains en ont déjà parlé, ils pensent qu'il n'y aura pas de changement de système. Moi, je pense que Franquet s'adaptera quand même à la manière de jouer en Ligue des Champions. Est-ce qu'il va pas un petit peu plus muscler son entrejeu? À voir, je sais pas trop. Mais pour moi, Spearings, il est peut-être un peu plus à l'aise dans un milieu à 3 qu'à 2. Mais c'est un joueur qui a un QI foot monstrueux, qui est assez posé. 27 ans, voilà, c'est un profil très très intéressant et ça oriente très bien le mercato bah, qui va être fait de coups comme ça, un joueur en fin de contrat, ou de joueurs avec un faible coût, mais qui ont pas mal de talent. Voilà. Donc c'est le premier renfort du milieu de terrain. D'autres, je pense, vont arriver. D'ailleurs, RMC en a parlé. J'y reviendrai après. Mais voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens et c'est une super recrue et qui va pour moi apporter un plus à l'équipe. Voilà. Qui va améliorer encore plus l'équipe. Moi j'en suis certain. C'est une plus-value. Je pense pas que c'est un joueur de complément, mais ça va être. Voilà, la guerre au milieu de terrain va être très très chaude. Hein. Très très chaude. Maintenant, à voir les départs, hein, parce que je pense que le club s'attend à perdre des joueurs, mais ou le club va se délester de joueurs, un des deux, mais ça sera même peut-être les deux. Mais en tout cas, voilà, super, super recrue Spearings. Alors, euh, on va parler un petit peu des pistes au milieu de terrain, des joueurs suivis, des joueurs qui sont observés, des joueurs qui sont. Alors, j'ai pris les joueurs sur lesquels on m'a dit que c'était quand même des joueurs du haut de la liste, cette fameuse liste. Que je n'ai jamais eu en main, mais
dont j'ai eu des échos et dont on m'a parlé, parce que les gars des cellules de recrutement discutent entre eux. Alors comme je l'ai dit, sur les postes du milieu de terrain, c'est beaucoup plus difficile parce que le club est extrêmement discret. Ndai Chimie, alors même si c'est un défenseur central, il est capable de jouer au milieu de terrain. Il faisait partie de ce joueur DC, MD, hyper polyvalent que le club suivait. Il s'est fait un peu beaucoup entuber par J. Solfi. Donc il y a une certaine forme de chat échaudé craint l'eau froide. Donc il y a un peu plus de prudence sur ce poste. Alors quand je dis que j'ai jamais eu la liste en main, j'ai pas une liste marquée Racing Club de Lens et les joueurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai la possibilité de voir des fois des groupes de joueurs observés, etc. Via mes connaissances. Et ça permet d'être très intéressant. Et je fais le tri dedans. Comme je le dis, il y en a plein de noms, je pense. Hein. Heureusement, j'en cite pas 40 000, hein, parce que je pourrais le faire. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs suivis. Donc voilà, mais c'est assez intéressant à voir parce qu'on voit où va aller le club dans les profils assez précis qu'il recherche. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, le haut de la liste, c'est bien sûr Habib Diarra. Je pense que tout le monde a compris, vu les informations qui circulent. Le joueur, c'est la priorité du club, clairement. Je pense que tout le monde a saisi ça. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Maintenant, ce qui pose problème, c'est deux choses. C'est le prix voulu par Strasbourg et c'est la nouvelle acquisition de Strasbourg par Tom Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea. Ça peut changer pas mal la donne, parce que je pense qu'il va y avoir peut-être aussi une capacité de la nouvelle direction, enfin, la nouvelle direction, oui et non, parce que Keller reste à la tête du club de Strasbourg, mais il a peut-être des arguments financiers qui peuvent faire rester Habib Diarra. À voir, parce que y a quand même la Ligue des Champions. Alors est-ce que l'appât financier est plus important qu'une compétition européenne? Faut voir l'esprit du joueur. Après, il est encore jeune, il a le temps. Il peut encore faire une saison à Strasbourg avant de s'envoler. Mais voilà, après l'aspect transfert, faudra voir, hein, parce que si le nouveau propriétaire via Keller dit bah Habib il bouge pas, bah, il bougera pas et puis basta. Donc voilà. Mais ça. Tout le monde l'a compris depuis quelques semaines que Habib Diarra était suivi et que c'est une des priorités du club. Alors, dans les autres joueurs suivis dont j'ai parlé, bien sûr, et qui étaient un petit peu sortis aussi euh, dans les médias, c'est Joris Chotard, qui reste toujours une option crédible. Le club l'a vraiment observé cette saison. Dans un Montpellier qui était un peu qui toussait un petit peu, mais Joris Chotard a toujours été au niveau. Ça reste un jeune joueur encore perfectible et qui peut encore évoluer bien plus qu'il ne l'est déjà. Joris Chotard, bah écoutez, voilà, ça reste des joueurs que le club surveille et puis ils vont voir par rapport aux pistes qui se ferment ou qui s'ouvrent s'ils rentrent dans la danse pour ce joueur. En tout cas, voilà. On m'avait confirmé vraiment l'intérêt du club par rapport à ce joueur, donc à voir, à suivre. Il reste toujours dans cette liste haute de milieux de terrain surveillés par le club. Alors bien sûr, je le cite très nombreuses fois parce que on me l'a cité très nombreuses fois aussi. D'ailleurs, j'ai discuté avec un spécialiste mercato italien qui me disait que clairement voilà, Habib Diarra, c'était quand même une très lourde piste pour le Racing Club de Lens, mais que Sandy Lovric, le milieu de terrain de l'Udinese, restait quand même dans les petits papiers du club, qui le gardait pas trop loin. Euh, Clairement, je l'aime bien. Enfin voilà, moi qui suis un petit peu la Serie A, qui a regardé les matchs, moi j'aime beaucoup. Alors c'est pas un dribbleur né à la Seko Fofana, mais il est tellement puissant qu'il a une capacité de progression balle au pied très intéressante et il a une qualité de passe, c'est dingue, c'est dingue. Franchement, je pense que l'Udinese a trouvé le parfait remplaçant de Seko Fofana après son départ avec ce Slovène. À savoir que ça serait une espèce de logique d'aller remplacer Seko Fofana par le remplaçant de Seko Fofana. Je trouve ça assez marrant, mais le club a de la suite dans les idées. Après, l'Udinese a l'air de très bien bosser sur ce type de profil. C'est comme quand on va chercher des joueurs à Clermont ou à Toulouse. Je pense qu'il faut aussi profiter du travail de certains clubs
compatible avec le travail aussi du club, bah il faut continuer à creuser dans ces pistes-là, et puis tout le monde est content, parce que je pense que l'Udinese récupère du pognon, et puis travaille bien, voilà. Donc à suivre, fait partie de ces... Mais c'est pareil, c'est quand même au-dessus des 9 10 c'est 9 10 12 millions d'euros. Ça reste dans les gammes de prix proposées pour Habib Diarra. Je pense que techniquement, Habib Diarra, comme il est international U19 français, peut-être beaucoup plus facile, non, bah, carrément 10 fois plus facile dans l'adaptation, mais si ça se fait pas, ça reste un joueur qui est en haut de la liste, Sandy Lovric. Alors, je vais en parler, alors j'ai pris une châtaigne sur Twitter, je vous dis pas, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Mais je crois en avoir parlé dans une de mes vidéos, mais je sais, pour ceux qui me suivent, peut-être, je m'en souviens plus, parce que ça me dit quelque chose. Je pense en avoir déjà parlé, mais après, des fois, je suis à un moment sans faire des vidéos scouting, donc j'ai un doute, mais je crois en avoir déjà parlé, ou j'en ai parlé dans une vidéo parce que j'avais vu son match. C'est Andy Diouf. Alors, j'ai pris une bastos sur Twitter. Enfin, après, les mecs, ils comprennent toujours pas, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'avais cité l'article de RMC en disant que l'information, que les infos allaient trop vite et que le mercato s'emballait un peu niveau info, parce que j'allais en parler dans ma future vidéo sur les milieux de terrain. Les mecs ils me disent tu t'es fait un dream, tu t'es dans le multiverse, tu te fais des films avec des infos. Les mecs ils ont toujours pas compris qu'on parle de scouting, de liste de joueurs suivis et pas d'attaque de transfert. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça m'a fait rire de voir l'info parce que je l'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais parler de milieu de terrain et j'allais parler de lui. Donc, comme quoi, les infos que j'ai sont. Les mecs sont pas trop mal renseignés au niveau du scouting. Maintenant, voilà, après, les mecs ils disent ce qu'ils veulent, hein, j'en ai rien à foutre, mais bon, tu prends des bas, faut rien dire en fait, hein, voilà, on n'a pas le droit de parler. Bon, bah, je parle quand même, je m'en branle. Bon, après, les mecs, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu téléguidés, on va dire, par certains, bon, parce que quand tu vois un peu qui ils suivent ou quoi. Bref, peu importe, c'est pas le débat, mais c'est vrai que c'est jamais plaisant parce que tu dis rien de spécial, enfin bref. Donc voilà, mais c'est con parce que je devrais faire mes vidéos plus vite, mais franchement j'ai pas le temps et enfin après ça a pas de entre parler de joueurs suivis et puis d'une attaque du club, ça a aucun rapport hein, parce qu'il y a des joueurs ici que je vais citer et que le club va peut-être pas aller chercher donc voilà, si Habib Diarra il vient au club, les Diouf et compagnie, il n'y a plus personne. Hein. Je pense que ça sera Habib Diarra. Peut-être dans un second temps, si Seko Fofana s'en va ou Poreba est prêté, il y aura peut-être une deuxième vague de recrutement au milieu de terrain. Mais clairement, la priorité, le dessus du panier, le joueur en tête de liste, c'est Habib Diarra. Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus et tout le monde sera d'accord. Mais voilà, Andy Diouf, donc le jeune. Franco, bah, il est français, mais je crois qu'il a une double nationalité. Je sais pas s'il joue pour sa double nationalité. J'ai un doute, un fort doute. Mais je crois qu'il joue pour une sélection africaine, si je dis pas de conneries. À moins que je me gourre, mais je ne sais plus. Il est franco-sénégalais, hein, je pense, si je dis pas de conneries, non? Ou non, non, pas franco-sénégalais. Ah si, si, il est franco-sénégalais. Ah bah, Je croyais qu'il jouait pour la sélection du Sénégal, mais non, je pense pas encore. Peut-être. J'ai un doute. J'ai un doute. Ah non, 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 c'est un international. Bah, j'ai un doute. Pour moi, il jouait dans les équipes jeunes de l'équipe de France, mais comme il a la double nationalité, je croyais s'était engagé avec le Sénégal. Si je dis pas de conneries, mais peut-être voilà, dans les commentaires vous me direz. En tout cas, voilà, il est formé à Rennes, un des meilleurs centres de formation de France, il y a rien à dire là-dessus. Il a été prêté à Bâle et Bâle l'a acheté. Hein, ils viennent de l'acheter et Lens aurait une grosse vue dessus. Il a été suivi tout au long de sa saison européenne. C'est un mec qui a quand même très très bien carburé en Coupe d'Europe. En championnat, il a fait 3 passes décisives sur 34 matchs. En Conference League, sur 14 matchs, il met quand même 3 buts et 2 passes D. Moi, je l'ai vu. Franchement, très intéressant. Très intéressant, capacité technique à remonter le ballon, une très bonne qualité de passe, il sait marquer, il sait faire marquer, c'est un joueur hyper complet, il a une vingtaine d'années, il doit avoir 20 ans, pas plus que ça.
Mais voilà, apparemment, d'après les infos de RMC, il est pas forcément hyper chaud pour venir à Lens. Bon après, c'est un peu du c'est un peu du folklore, un peu tout ça, ce type d'infos. Mais bon, un joueur qui est pas trop chaud pour une destination, voilà. Mais je pense que le club commence à créer, enfin, à activer les joueurs suivis autour d'Habib Diarra parce que ça va peut-être être chaud d'aller chercher Habib Diarra. Voilà. Alors on va, voilà, Diouf c'est dit, donc bon après c'est paru dans la presse, donc voilà, bref. Je vais parler d'un autre joueur, alors c'est pas le même niveau, mais c'est intéressant parce que ça veut dire quand même on a quand même un œil un peu en bas. C'est Rassoul Ndiaye, le milieu de terrain de Sochaux. 21 ans, c'est international sénégalais. Je crois que c'est en une équipe d'espoir du Sénégal, si je dis pas de conneries. Je crois que je l'avais vu dans un match sur Beansport Arabia, je sais plus, mais je crois que je l'avais vu. Mais enfin voilà, sénégalais. 31 matchs de Ligue 2. Un but et une passe décisive. Bah, j'avais parlé de l'autre milieu de terrain de Sochaux, hein, merde, je sais plus son nom, mais ah merde. Ah bah trou de mémoire, hein, vous le savez les célèbres, bref, après je ne sais jamais, je ne sais plus les joueurs à chaque fois, mais enfin bref, son compatriote du milieu de terrain, il avait, pour moi le milieu de terrain de Sochaux était très intéressant à voir en Ligue 2. Maintenant, Rassoul Ndiaye, c'est un très jeune joueur, encore perfectible. Ça a une valeur marchande beaucoup moins élevée qu'un Andy Diouf, c'est clair et net, hein, puisque de toute façon c'est la Ligue 2, on est sur du 3-4 millions d'euros, mais c'est un joueur qui est suivi, voilà, qui est suivi par le Racing Club de Lens. C'est une capacité, voilà, de faire marquer, de marquer, c'est un bon récupérateur de ballon. Après c'est un niveau Ligue 2, à voir si ça rentre dans une rota, si c'est pour pallier au départ en prêt de Poreba, enfin, à voir, mais enfin voilà, il est suivi par le club, observé, voilà, ils observaient en fait les deux milieux de terrain de Sochaux, lui et puis son copain. Bref, Alvero, un truc comme ça. Voilà. À chaque fois, je l'oublie, mais et en plus, je l'aime bien, ce milieu de terrain, l'autre, Alvero. Ça doit être Alvero, non? Ah là 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 là. C'est chiant, hein. Je vais le retrouver parce que ça m'énerve quand je ne le trouve pas. Je crois que c'est Alvero, mais je ne saurais plus dire. Je vais regarder. Ouais, hop, un coup de PC, c'est le plus simple. On a le temps, hein. On a le temps, les gars. Et j'aime plus. Maintenant, je soigne mes trous de mémoire. C'est ça, c'est Skelly Alvero. Voilà, voilà. Donc, j'ai encore la mémoire. Voilà. Mais les deux, voilà, les deux ont été suivis par le club. Alors, je vais vous parler d'un autre joueur qui est en Ligue 1 suivi. Alors, en fait, le club l'a observé un petit peu et reste attentif à sa situation sportive. Alors, ce joueur-là, c'est Alexis Beka, pour ceux qui connaissent, le milieu de terrain de Nice, qui franchement a fait des rentrées très intéressantes. Il marque un super but, je crois, en Coupe d'Europe avec une frappe venue d'ailleurs. Il a vraiment, vraiment des bonnes choses. Alors Beka, je crois qu'il vient de Caen ou du Havre, si je dis pas de conneries, avant d'arriver à Nice. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est Le Havre ou Caen, ou alors je dis une grosse couille. Mais pour moi, c'est ça. Ah, j'ai un doute. Pour moi, il vient de. Non? Ah oui, 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 oui. Ah oui, il était de Caen, il est parti à Moscou. Ah ben voilà. Bon ben voilà, c'était Caen. C'était Caen, il est passé par Moscou avant d'arriver à Nice. Voilà. Alors, le problème de ce joueur, c'est Nice. Voilà, clairement. C'est pas nos copains. Ils nous feront pas de cadeaux. Donc voilà. Mais on m'a dit qu'il y avait un œil attentif. Voilà. À sa situation. Puisqu'il ferait partie des joueurs qui seraient sur un possible départ du club niçois. Quand on voit Monet Paquet, le refus catégorique de la direction de le laisser partir à Lens. Après, vous allez encore me trouver anti Claude Maurice, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, franchement, tu vois. Après, il a une forte affinité avec Francaise, mais
Je suis pas certain que quand tu fais un Cortés, Alexis Claude Maurice, ça soit aussi important que ça de le prendre. C'est bon. Je reste sceptique. Moi, j'ai été très déçu de sa saison. J'en attendais beaucoup plus. J'étais quand même assez hypé au départ de le voir arriver. Après, j'ai été hypé et quand j'ai su que le prêt était sans option d'achat, j'étais plus hypé du tout. Parce que pour moi, les prêts secs, c'est un non-sens en Ligue 1, ça ne sert strictement à rien, à part si t'es Ajaccio, parce que t'as pas de thunes. Un prêt sec, c'est de la merde. Voilà. Pour avoir des objectifs, c'est de la merde. Parce que les mecs, ils savent qu'ils s'en vont, donc ils en ont rien à branler. Faut arrêter de croire que les mecs vont se donner à fond parce que c'est one shot. Non, c'est plutôt l'inverse. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de motivation à se donner à 100%, surtout qu'en plus, la plupart du temps, les mecs, s'ils se blessent, c'est terminé. Après, ils donnent plus à 100% parce qu'ils savent qu'ils vont regagner leur club et qu'il faut pas qu'ils se blessent avant de revenir. Parce que sinon, ils vont se taper 2 ans où ils joueraient quasi pas. Donc voilà, moi je suis très sceptique sur les prêts. Après, Claude Maurice, j'ai toujours kiffé ce qu'il faisait à Lorient. Il s'est un peu perdu en partant à Nice parce que ça n'a pas marché comme il voulait. Je trouve sa saison, voilà, même s'il il a des stats, moi j'ai pas été hypé non plus, puis de toute façon, vu ce qui s'est passé, s'il était vraiment si hypant que ça, il aurait été beaucoup plus titulaire, il a été complètement éclipsé par Thomasson, Fulgini, l'autre côté de la saison, même s'il y a eu une blessure, il est revenu quand même très très vite et il est jamais revenu tout court, et puis de toute façon, il n'était pas titulaire. Il n'était pas vraiment titulaire à l'hiver, hein, je trouve. Hein, donc bon, voilà. Moi, pour moi, c'est un petit peu une déception, c'est une parenthèse. Il y en a en commentaire qui vont me dire que je suis dur avec lui, mais voilà. Moi, je trouve que le fait que Nice veuille pas laisser partir, c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense que voilà. Bon, après, on verra bien en milieu de terrain offensif, on n'est pas non plus dépourvu, donc je suis pas certain qu'après Oscar Cortés il est d'arriver, mais il faut voir s'il n'y a pas d'autres départs. Donc à voir, à voir. Pour l'instant, puis Oscar Cortés, c'est pas encore fait, mais en Rubia, Pipe Sierra, c'est quand même des grosses pointes au niveau information Sudam. Il l'envoie chez nous, donc c'est qu'il est chez nous maintenant. Il va finir le championnat, je crois, avec les Millonarios, donc il ne viendra pas tout de suite. Il y a encore une semaine ou deux de compète, je crois. Donc s'il vient, c'est début juillet, je pense. Hein. Il y a des chances. Voilà, donc on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, c'est très très chaud pour qu'il aille chez nous. Voilà, grosse parenthèse de te fermer, je suis désolé, mais voilà, mais en tout cas, voilà. Alexis Beka fait partie de ces joueurs-là un peu que le joueur, que le club regarde d'assez loin, puisque ça va être compliqué, mais qui mettent un petit peu dans leur voilà, dans leurs chaussettes, comme on dit, dans leur bas de laine. On va parler d'un autre joueur. Alors là, on en a parlé parce que tout simplement. La délégation d'observateurs a été chopée là-bas. C'est le milieu de terrain de Cologne. Deran Ljubicic, l'Autrichien. Voilà. Cette info-là, en fait, je l'ai depuis la fin d'hiver, début du printemps. On m'avait dit ça furte en Allemagne, un milieu de terrain. Alors j'avais parlé du fameux milieu de terrain du Werder de Brême, hein, j'en avais parlé, pour ceux qui se souviennent. Et on m'a dit ça furte en Allemagne. Il y a eu des observateurs qui ont été repérés et ils suivraient donc Deran Ljubicic. L'information c'était un peu, enfin j'avais eu cette info là comme ça à l'envolée et puis c'est revenu il y a pas longtemps en me disant ben voilà si le cas Seko Fofana est réglé, ça pourrait faire partie des grosses pointures suivies par le club et que ça pourrait être une des grosses pistes activées par le club en cas de départ de Seko Fofana. Alors c'est un joueur qui a fait une super saison à Cologne. Il est beaucoup suivi en Allemagne. Hein. Clairement, ça fait partie des milieux de terrain qui pourraient bouger en Allemagne. Apparemment, il a une sacrée cote en Allemagne, mais la Ligue des Champions, ça pourrait rentrer dans une attirance du club. Maintenant, aucune idée de savoir si le club fera un move sur ce joueur, mais en tout cas, apparemment, il fait partie des gros noms
du dessus du panier. Bon, après, ça doit être sûrement derrière Abdibdjara si ça ne se fait pas. Mais en tout cas, voilà. Il fait une bonne saison, hein, parce que je crois que ça doit être une 27-28 matchs pour 8 buts et une ou deux passes décisives. Donc c'est un joueur qui marque beaucoup, il sait faire marquer. Il doit avoir, je crois que ça doit être 25-26 ans, je crois. Je dis pas de conneries. En tout cas, voilà, Autrichien, bon après, rien à voir avec Danso, hein, je parle pas de lui par rapport à son origine, mais voilà, c'est un nom qui m'a été glissé aux oreilles il y a quelques mois, et puis c'est revenu là parce qu'on parlait de milieu de terrain, etc. On me disait, lui, il est toujours. Voilà, il a été bien observé, apparemment, il fait partie du haut du panier des joueurs observés. Un autre joueur qu'on connaît bien chez nous, enfin, qu'on connaît bien, que les amoureux du foot de la Ligue 1 connaissent bien, c'est Andreas Kubas, l'ancien milieu de terrain du Nîmes Olympique qui est parti à Vancouver. Il commence à prendre un peu de l'âge, l'ami Kubas, hein, mais ça fait partie de ces joueurs-là qui ont une expérience Ligue 1 et qui sont suivis d'assez loin. J'en avais déjà parlé, hein, d'Andreas Kubas. Et voilà, il reste dans ce giron de joueurs observés. De toute façon, voilà, je pense que le prototype du milieu de terrain récupérateur technique qui sait faire jouer, c'est exactement ce que recherche le club. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant parce que Kuba c'était vraiment un milieu de terrain très intéressant à voir jouer. Voilà, bon après à Vancouver, hein, je sais pas trop, je peux regarder un peu les stats quoi, j'ai juste je trouve qu'il doit faire une ou deux passes décisives, enfin bref, après ça reste un milieu de terrain assez défensif, mais moi je me souviens qu'à Nîmes il était capable de bien faire jouer son équipe, donc c'était un petit peu le garant du jeu, le distributeur du jeu à l'époque. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien comme type de joueur suivi, c'est très bien. Un autre joueur, alors là je ne connaissais pas du tout. On en a parlé très récemment, c'est pour ça que je faisais la vidéo. C'est Joshua Kitolano, norvégien de 21 ans qui est au Sparta Rotterdam. Il est arrivé l'année dernière, 2022 je crois, ça fait il y a un an. 34 matchs, 4 buts de passes décisives, c'est un milieu de terrain très joueur, très intéressant. Estimé entre 4 et 7 millions d'euros à peu près la fourchette. Assez jeune, hein, 21 ans. Voilà, on m'a dit que c'est pareil, c'est observé depuis un petit moment, depuis qu'il est arrivé là-bas. C'est un joueur J-Solfi. Voilà, je préfère le dire. C'était vraiment un joueur J-Solfien. Donc à voir s'il finit pas à Nice. S'il finit à Nice, ben, vous l'aurez entendu ici. Mais de toute façon, comme tout le portefeuille de joueurs made in J-Solfi avant qu'il parte, il va taper dedans, il en a rien à branler, qu'il y a une lance dessus, hein, c'est clair et net. Donc il ne faudra pas être étonné de voir peut-être un nom que j'ai cité dans les joueurs scoutés finir à Nice, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je connais pas du tout, hein, puis j'ai pas forcément eu la possibilité de regarder des matchs d'Euro divisés, ni je pas divisé, ou j'ai pas forcément regardé des résumés de ces matchs, mais en tout cas, c'est un joueur assez polyvalent, d'après ce qu'on m'a expliqué, et c'est ce que recherche le club, et voilà, il sait marquer et faire marquer. Un autre joueur, bon là j'ai eu l'occasion de le voir puisque je regarde pas mal la Serie A, c'est Morten Frendrup, le joueur du Genoa. Pareil, c'est un jeune Danois, un jeune milieu de terrain. Il vient je crois que c'est Molde, il a été transféré de Molde, si je dis pas de conneries, au Genoa. 2 buts pour 37 matchs, c'est un milieu de terrain assez vraiment. C'est vraiment le profil des milieux de terrain nordiques, tu sais, assez capable. Ils jouent beaucoup derrière. C'est souvent des sentinelles, mais assez techniques et assez fins dans leurs passes, qui jouent très simple, comme un peu Patrick Berg en fait. Sauf que lui, il a une capacité de perforation qui est quand même très intéressante. Moi, je trouvais qu'au Genoa, il allait bien dans le système de jeu et il était assez plaisant parce qu'on imagine, enfin, beaucoup d'anciens, j'ai 37 ans, je suis pas un ancien, mais c'est vrai que nous, la mémoire qu'on a du jeu des pays nordiques, c'était vrai des gros milieux de terrain, balanceurs de ballon,
à part bien sûr quelques exceptions qu'on lancé la mode des milieux de terrain nordiques techniques, mais c'est vrai qu'il y en avait certains, c'était des balanceurs de ballon très puissants, très physiques, qui étaient là pour aller au duel, mais c'est vrai que lui, il est vraiment assez élégant balle au pied, Frendrup. Et je suis pas étonné qu'il soit observé, parce que faut pas croire, hein, le club observe beaucoup euh, l'Allemagne, les joueurs allemands, belges et beaucoup en Italie aussi, hein. Faut le dire, ils observent beaucoup en Italie parce qu'il y a pas mal de bons joueurs en Italie, parce que la Serie A était pas mal sous-cotée, mais c'est vrai que la filière Serie A, elle est quand même assez observée. Alors c'est vrai que le plus gros du cheptel, c'est il y a beaucoup de scouting en Belgique, pour être franc, parce qu'il avait beaucoup de connexions là-bas, J. Solfi. Maintenant, avec Grégory Thiel, il est beaucoup dans un système de délégation de scouting sur le continent où il essaye d'opérer avec des cellules un peu détachées, ce qui est plutôt pas mal parce que la plupart des gros clubs font comme ça maintenant, avec un système comment dire, de délégation de scouting. Et voilà, moi je trouve que Morten Frendrup par exemple, c'est clairement du scouting de qualité. Moi, je trouve que c'est de la data de qualité parce que c'est un excellent milieu de terrain. Alors, dans le style, parce que je crois, hein, je vais regarder, mais je dis une connerie, mais je crois qu'il venait de Molde, mais je peux me tromper, hein, je peux me tromper, parce que je suis plus sûr du tout. Parce que je crois que c'est ça, hein, dans ma tête. Non, c'est Brondby. Voilà, c'est moi. C'est Brondby. Je me suis gouré. C'est Brondby. Bah, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Non, non. Par contre, il y a un joueur de Molde qui est observé. Ça, c'est sûr. C'est Sivert Mansverk. Oh la vache. Dur à dire, lui. Je pensais que j'allais savoir le dire d'un coup. Sivert Mansverk, milieu de terrain de 21 ans de Molde, qui a pas forcément joué beaucoup, mais qui a quand même réussi à mettre des buts et puis des passes décisives. Pareil, très jeune milieu de terrain, vraiment dans la lignée de ces milieux de terrain nordiques de qualité. Pareil, bah, il fait partie aussi des joueurs suivis, un peu comme Patrick Berg, un peu de la data des pays nordiques, mais c'est vraiment très intéressant de voir ce type de milieu de terrain scouté par le Racing Club de Lens. Franchement, voilà, c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'on commence à vraiment aller toucher dans les championnats nordiques où les joueurs sont beaucoup moins chers que dans les gros championnats et qui ont de la qualité, parce qu'il y a de la qualité dans ces championnats-là, clairement, et c'est important, voilà, c'est important. De pouvoir aller dans ce type de championnat. C'est pas des championnats qui sont forcément sur les grandes vues internationales, mais il y a de la qualité. Il y a de la qualité et plutôt de la bonne formation, parce qu'ils forment quand même pas mal de très bons jeunes joueurs, ces pays nordiques-là. Donc voilà un petit peu pour les petites infos scouting. On espère que ça va flasher sur un bon joueur, parce qu'il faut qu'au milieu de terrain, on ait la bonne formule pour être toujours performant. Moi, je pars du principe que Seko Fofana risque de partir fortement. Je pense qu'il a fait le tour de la question à Lens, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, est-ce qu'il fera la saison en plus pour aller en Ligue des Champions? Mais après, le problème de Seko Fofana, clairement, c'est que c'est soit il prolonge, soit il part. Parce que s'il prolonge pas, il va y avoir vraiment une perte de valeur. Parce qu'il restera plus qu'un an de contrat. C'est compliqué d'aller négocier quand il reste plus qu'un an. Donc, je pense que s'il n'y a pas de prolongation de Seko Fofana, il restera pas. Voilà, c'est comme Jonathan Klaus, c'est la même argumentation. C'est-à-dire que là, il a prolongé, il a une grosse valeur marchande parce qu'il fait une très bonne saison. Alors, les infos qui sont tombées il n'y a pas longtemps, c'est que Sandro Tonali va partir à Newcastle. Quelle tristesse. Quelle tristesse, je l'ai encore vu là en match d'Euro Espoir. Quel joueur, Sandro Tonali, c'est vraiment. C'est dans la lignée des milieux de terrain italiens de légende. Franchement, je le dis, c'est exceptionnel.
Oh, il aura mis la misère aux Français, il est exceptionnel. Et puis l'état d'esprit, hein, parce que c'est quand même un international italien. Ah, il vient quand même renforcer l'équipe espoir alors qu'il vient de faire une saison totalement dantesque à Milan, où il a enchaîné la Ligue des Champions et tout. Il vient quand même faire l'Euro espoir. Je veux dire, franchement, il n'a plus rien à prouver à ce niveau-là. C'est exceptionnel l'état d'esprit de ce joueur. Et Newcastle, bah, ça me dégue un peu parce que c'est Newcastle pognon, hein, clairement. Voilà, ça a été racheté par des méga riches. Je sais pas, ça m'attriste un petit peu, quoi. Mais bon, un milieu de terrain avec Guimarães et Sandro Tonali, ça a clairement de la gueule pour aller jouer la Ligue des Champions, hein. Ça a vraiment beaucoup de gueule et je pense que Newcastle va à un moment donné devenir un concurrent pour les places en Ligue des Champions en Première Ligue. Ça l'est déjà puisqu'ils y sont qualifiés, mais ça le deviendra sur du long terme. Et Dieu sait que c'est difficile d'aller chercher la Ligue des Champions en Première Ligue, mais ça pourrait sur les années prochaines devenir un concurrent aussi pour la titre de champion, parce que les Magpies, avec le pognon qu'ils ont et les équipes qu'ils forment, ça peut concurrencer Manchester City, même si Manchester City est devenu un énorme monstre tentaculaire en Première Ligue. Mais voilà, Sandro Tonali parti de la Milan AC, c'est pas encore fait. Ou ça sera peut-être fait quand la vidéo sortira, on verra bien. Il paraît que Milan aurait jeté son dévolu sur Seko Fofana, hein, qui était déjà faisait partie des joueurs suivis quand il était à l'Udinese, et on parle d'une somme demandée par le Racing Club de Lens de 35 millions d'euros. Ça me paraît pas déconnant. Moi, je trouve que 35 millions d'euros, c'est très bien. Voilà. Alors, on peut pas être dans les mêmes gammes de prix qu'un Openda, par exemple. Openda, je vous dirais 40-45 millions d'euros. C'est un attaquant, déjà, ça coûte plus cher. Il est plus jeune, il a une marge de progression énorme par rapport à un Seko Fofana qui va sur ses 28 ans. 35 millions d'euros, moi je trouve que c'est le bon prix. Tu l'achètes 10, tu leur vends le triple. Bah, tu fais une sacrée culbute. Puis avec 35 millions d'euros, tu peux recruter son remplaçant et un autre milieu de terrain en mettant un peu plus de pognon et peut-être voilà. Donc voilà un peu la news. Je sais pas où ça en sera quand la vidéo sera sortie. Elle sortira la semaine prochaine. Parce que je pense que je vais voilà, je la fais ce week-end parce que j'ai pas le temps de la faire. J'ai pas le temps de la faire lundi, mais voilà, elle va sortir soit lundi, soit mardi. Mais bon, j'avais pas le temps de la faire avant, et puis j'aurais pas le temps de la faire après. Parce que j'ai pas mal de boulot, donc voilà, mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, voilà, je prends toujours autant de plaisir à faire ce type de vidéo maintenant. Je le redis encore une fois, c'est des vidéos de scouting, c'est des vidéos de suivi de joueurs. Je ne parle pas de contrat, je ne parle pas d'attaque, même si j'ai tendance à appuyer quand on m'indique que le joueur est très suivi. Voilà. Alors ça me fait toujours un peu chier de le faire. Après, je vais finir par plus en faire si je vois que je prends trop de châtaignes, parce que ça va me gaver. Donc voilà, moi je prends plaisir à le faire. Maintenant, si c'est pas du plaisir parce que je prends 1 milliard de châtaignes dans la gueule, je vais arrêter de le faire. Et puis c'est tout, c'est pas grave, hein. Moi je m'en fous, hein. Ça changera pas ma vie, mais moi je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient, parce que c'est. Voilà, il y a plein de gens comme moi qui aiment le data scouting. C'est vrai que bah, dans mes connaissances, il y a pas mal de gens qui sont dans ce milieu-là, et que c'est un milieu que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très intéressant. Et les joueurs les clubs qui vont dans ce système de data scouting, de vraiment pas que de l'observation, mais vraiment du scouting. Le scouting, c'est aussi la décortication du joueur, de ses capacités, de ses voilà, de ses spécificités, de son profil, de ses stats, etc. C'est vachement intéressant. Voilà. Et j'ai jamais joué à Football Manager de ma vie, hein. Alors, je vous dis, je suis vraiment fan de ça parce que je l'ai découvert via des vrais professionnels. Voilà, je jouerai jamais à Football Manager parce que j'ai jamais aimé les jeux de foot. Bon, à part PES quand j'étais jeune, mais ça m'a jamais vraiment hypé pour être franc. Mais voilà, j'adore ça. J'adore ça. Alors c'est vrai que certains data scouts viennent de Football Manager parce qu'ils sont tombés amoureux de ça en jouant à Football Manager. Mais clairement, les vrais de vrais, ils s'en foutent de Football Manager. Clairement. Même s'il y a des équipes qui apparemment bossent avec ça, hein, mais voilà. Mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Maintenant, c'est vrai que ben, ce mercato du milieu de terrain, alors il prend bonne tournure avec Spearings, hein, parce que pour moi c'est une super top recrue.
mais il va être très excitant. Parce que le mercato offensif, attaquant, bah, sincèrement, Openda il s'en va, c'est 40 millions, 45, on verra bien. S'il s'en va, on n'est même pas sûr qu'il parte. Bah voilà, les attaquants, ils vont mettre 25, 30 millions d'euros, parce qu'ils à moins qu'ils trouvent une perle à 10 millions d'euros, mais ça va être compliqué. Après, ils en sont capables. Mais clairement, je pense que voilà, le club, ils vont le remplacer, ils auront du pognon pour le faire. Voilà, clairement. Clairement, défensivement, c'est peut-être un peu plus compliqué de remplacer Medina que Danso, même si toute personne n'est irremplaçable. Mais c'est vrai qu'un milieu, enfin pardon, un défenseur axial gauche, gaucher hyper talentueux comme lui, ça court pas les rues. Un Danso, c'est déjà un peu moins difficile à trouver. Un milieu de terrain axial central, joueur, dur sur l'homme, très bon de la tête, il y en a quand même pas mal. Voilà, ouais, il y en a pas mal. Et c'est moins compliqué à trouver. Voilà. Mais voilà, mais au milieu de terrain, c'est vraiment la clé du truc. Alors c'est vrai que au niveau des milieux de terrain offensifs, si Cortés se fait vraiment, je pense qu'il y a une grande partie du mercato qui va être bouclée. Parce que sincèrement, je vois pas. À part un départ de Pereira da Costa, après, est-ce qu'il les remplace Alexis Claude Maurice techniquement possible? Je pense qu'il remplace numériquement le non-retour d'Alexis Claude Maurice, mais peut-être qu'au milieu de terrain offensif, si il y a un départ de Pereira da Costa, alors il y a Yanda Shishuba qui va intégrer l'effectif, alors est-ce qu'il remplacerait en mode gaillette le milieu de terrain portugais? À voir, j'en sais rien. Mais je sais pas s'il y aura beaucoup de recrues sur ces postes-là, parce qu'on est quand même déjà bien pourvu. Thomasson, Fulgini, Sotoka, peut-être Oscar Cortés, Ayanda Shishuba, ça fait déjà 5 joueurs pour 2 postes. Ça me paraît armé. C'est au milieu de terrain que ça pose problème. Parce que t'as que Salis Abdul Samed, Seko Fofana, Onana et Poreba. Voilà, t'en as 4 pour 2 postes. Ça veut dire que t'en as. T'es un peu plus compliqué, hein, parce que là, je veux dire, Sotoka, Thomasson, Fulgini, bah là, maintenant, il y avait Alexis Claude Maurice, Pereira da Costa, t'as déjà 5 mecs euh, qui étaient capables de jouer à ces deux postes-là. C'est bien. 4 ça fait juste quand même, parce que ça fait un mec pour un mec. Là, 5 t'as quand même la possibilité d'aller chercher. Alors, Onana, moi je le vois plus en défenseur central qu'en milieu de terrain. Je trouve qu'il était plus à l'aise dans ces trucs. Donc à voir, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le Spearing, c'est une bonne entrée en matière dans le mercato lensois. On espère que ça va continuer comme ça. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de semaine. Plein de choses pour vous, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On reparlera de l'actualité mercato, ça va sûrement bouger d'ici 15 jours avant la reprise de l'équipe, ça doit être le 30 juin. Ça va sûrement bouger dans la semaine avant la reprise, parce que je pense qu'ils vont annoncer d'autres joueurs. C'est sûrement possible, on verra bien. Ciao à vous, salut.